Donc bonjour, merci d'être venu. J'ai la lourde tâche en fin de compte de parler de l'objet connecté, et c'est d'autant plus compliqué quand on est électronicien. Parler d'objet connecté, on aimerait bien parler que d'électronique, et je vais essayer justement de ne pas aborder le sujet d'électronique pure et dure, mais plutôt de parler de ce qu'il y a autour de l'objet connecté. Quelques mots sur le programme Captronic. Programme Captronic est un programme de la DGE, financé par la DGE, et il est porté et structuré par une association qui a été créée par le CEA et BPI France, qui s'appelle Jessica France, qui est il y a beaucoup d'années un programme européen, et qui est devenu maintenant une agence parapublique, ou en tout cas sous contrôle de l'État. Et la mission de ce programme-là, depuis plus de 20 ans, c'est d'accompagner les PME dans l'introduction ou dans l'usage de l'électronique dans leurs produits et leurs procédés. Donc voilà à peu près en grands mots. Donc qu'est-ce que l'on fait dans le cadre de ce programme-là? Ce genre de manifestation. Nous organisons des formations, nous faisons de la sensibilisation, nous sillonnons le territoire du Grand Est pour accompagner BPI, les gens de la région, la Directe, certains opérateurs autour de l'usage de l'électronique et du logiciel embarqué. Et puis quand c'est utile et nécessaire, nous pouvons aussi prendre en charge une partie des coûts à travers la mise en place de subventions lorsqu'elles souhaitent faire appel à un laboratoire universitaire, un prestataire en électronique ou voire même un pôle ou une compétence particulière. Donc voilà à peu près nos domaines d'intervention, et puis accessoirement nous intervenons aussi sur un autre domaine qui est l'usine du futur, toujours autour de l'objet connecté, et puis de plus en plus dans le domaine de la cybersécurité, parce que c'est un sujet à ne pas négliger, parce qu'une des portes d'entrée en fin de compte d'un réseau, c'est l'objet connecté, et donc il faut aussi sécuriser l'objet. Et bien, en fin de compte, des signes qui ne trompent pas, effectivement, actuellement on observe énormément de rachats de grands groupes qui rachètent effectivement des startups dans le domaine de l'objet connecté. Dernier en date, Legrand, il y a une erreur en plus, il y a une faute, qui a racheté Netatmo. On prédit effectivement une explosion d'objets connectés d'ici 2020, voire 2025. Et puis de plus en plus, et ça c'est un élément intéressant, de plus en plus de fondeurs, donc des gens du domaine de la microélectronique, commencent à développer des MEMS, des objets carrément intégrés dans le silicium, complètement connectés, qui regroupent toutes les fonctions que l'on trouve dans un objet connecté. Et on trouve effectivement, ça commence à venir assez vite. Alors bien sûr, le coût d'accès à ce genre de technologie est quand même assez élevé. Le ticket d'entrée est énorme, mais plus il y aura de monde, moins ça sera cher. Et les technologies sont en train d'évoluer pour qu'elles puissent être accessibles à un plus grand nombre d'entreprises. Donc c'est un signe qui dit que l'objet connecté est en passe est déjà là, de toute façon, est en passe d'envahir la planète entière, avec une particularité ce n'est pas un marché de masse, mais c'est une masse de marché personnalisé. Et ça, c'est peut-être l'élément intéressant de l'objet connecté, c'est que chaque marché, chaque domaine d'activité de l'objet connecté est un marché en soi. Alors bien sûr, on voit bien, le premier marché, c'est l'usine connectée, l'usine 4.0. Alors j'ai appris hier qu'on commençait à réfléchir sur le 5.0, par exemple. En Allemagne, ils étaient au 5.0, et au Japon, au 5.1 ou 5.2, 5.3. Nous sommes encore qu'au balbutiement du 4.0, mais on va y arriver. Bien sûr, la Smart City, c'est un gros sujet actuellement. Les pouvoirs publics s'y vont pas tromper, puisqu'il y a des gros investissements et des gros programmes qui se mettent en place. Donc on trouve effectivement les objectifs sur ces domaines-là. La partie énergétique, bien sûr, aussi, que ce soit chez les gens en particulier, mais surtout au niveau de la gestion. La voiture connectée, l'agriculture, la santé. Alors la santé, effectivement, actuellement, pas énorme, mais vraiment ça prend de l'ampleur. Et c'est là, effectivement, où il y a des gros challenges à faire. Donc l'IoT, comme on l'appelle, il est là. Il est présent et il demande qu'à croître encore plus, encore plus, encore plus. Donc il faut le prendre. L'IoT est au centre d'une multitude d'enjeux. Donc j'invente rien, je ne fais que rapporter ce que tout le monde dit. Alors bien sûr, nous, ce qui nous concerne en tant qu'électroniciens, c'est les enjeux purement technologiques. C'est là où on s'éclate le plus, notamment avec l'IA, la cybersécurité, tout ce qui est électronique, capteur intégré, MEMS et ASIC.
Voilà, ça c'est notre domaine de compétences, mais on voit bien que dans d'autres domaines, ça arrive à grands pas. Alors on parle beaucoup de RSE, j'ai cru comprendre que l'IoT dans le domaine du RSE prenait de plus en plus de place. Et il y a énormément de sociétés qui commencent à développer des produits dans ce domaine-là. L'environnement, bien sûr. L'innovation, bah, je crois qu'on est ici. Hein. Donc ça va, on s'est pas planté avec l'innovation collaboratrice et l'entreprise étendue. Et bien sûr, l'économie. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que l'IoT en tant que tel, en termes de techno, c'est bien, mais c'est surtout une ouverture sur des nouveaux modèles de marché, et une nouvelle manière, effectivement, d'appréhender le marché. Et derrière tout ça, de faire de l'argent, parce que la finalité, elle est là. Hein, c'est toute entreprise qui se lance dans l'IoT. Derrière, c'est pas pour faire plaisir à ses clients, mais c'est pour gagner de l'argent. L'objectif final est là. Alors, quels sont les bénéfices recensés chez les industriels actuellement quand on leur demande? C'est toujours pareil, hein, savoir intervenir plus facilement, plus rapide. Alors on est toujours sur des notions un peu de temps. On parle de communication, de diagnostic, de prévention, d'anticipation. Ce que j'aime bien, c'est aller là où l'humain ne peut pas aller. C'est intéressant. Hein, on parle beaucoup de l'IA et de la cobotique. C'est un peu ça aussi, la cobotique, c'est là, à terme, c'est là où l'humain ne peut pas aller, où on ne veut pas qu'il aille. Alors après... il y a toute une philosophie autour de la place de l'humain là-dessus. Mais en tout cas, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. L'énergie, les ressources et la satisfaction client. Alors, je ne sais pas si ça a été mis dans l'ordre, parce que ce n'est pas de moi. Hein, j'ai récupéré ça sur Internet. Vous avez effectivement le lien pour récupérer. Alors, est-ce qu'il y a un ordre logique? Je ne sais pas, mais grosso modo, la satisfaction des clients vient en dernier, ou en tout cas est en bas. Quand on regarde un peu l'évolution des technos et l'évolution de l'IoT, ce côté satisfaction est en train de monter de plus en plus. Ce qui est aussi une bonne chose, on a parlé d'analyse des besoins, d'être plus proche du client. En gros, on est un peu dans cette optique-là. On a parlé de création de nouveaux modèles. Un modèle de vente, il y a encore quelques années, on était plutôt au niveau du produit, et au fur et à mesure que l'on va rendre le produit de plus en plus connectable, connecté, et entre guillemets intelligent, il est évident que le business model est en train de changer, puisqu'on ne se contente pas uniquement de vendre un produit, mais de plus en plus on va arriver vers la vente de services complexes. Et le terme service complexe est intéressant et important, parce que on ne peut plus considérer l'objet connecté comme en tant qu'objet, mais c'est surtout un environnement connecté. Et je crois que là il y a des entreprises qui sont en plein dedans. En gros, l'objet connecté, c'est une boîte noire de plus en plus, et ce qui nous intéresse, c'est effectivement ce qu'il y a dedans. Et c'est là où on va se poser de plus de problèmes, parce que la boîte noire, on sait faire. Ce qu'il y a autour, où on va mettre de l'humain, c'est un peu compliqué. Le jour où on arrivera à modéliser l'humain et à travers l'intelligence artificielle, ça sera bien, parce qu'on ne va plus se poser de questions sur... Je fais une boutade ce que je dis, mais on ne va plus se poser de questions sur réellement comment raisonne l'humain. On va appliquer un algorithme, et ça sera très simple. Mais je crois que, quelque part, petit à petit, on commence à y arriver. D'ailleurs, les gens qui font de la cybersécurité, j'espère qu'il va arriver là, c'est sa bête noire. Hein. Mon collègue en matière de cybersécurité me dit, s'il n'y avait pas d'humain, on ferait beaucoup plus facilement de la cybersécurité. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va appuyer sur le bouton et qui va ouvrir sa messagerie ou son email où il y a un virus, ou il va rentrer ça avec l'USB. Le jour où il n'y aura plus d'humain, on n'aura plus de problème. Il faut réfléchir à ça. Le problème, c'est qu'on ne pourra plus faire tout ça. Alors voilà, il faudra trouver un compromis. Création de nouveaux modèles de revenus. Alors ça, c'est important aussi, puisque le fait de se lancer dans l'IoT, on prend toujours l'exemple, c'est Michelin avec ses capteurs, où ils ne vendent plus un pneu connecté, mais ils vendent du kilomètre. C'est la photocopieuse, où on ne vend plus la photocopieuse, mais la quantité de papier. Donc voilà, ça génère des nouveaux services et puis quelque part des nouveaux revenus complémentaires. Alors je dis ça, c'est un peu un discours que je tiens beaucoup au niveau des start-upers. J'en ai en tête, je crois qu'on a travaillé là-dessus sur une histoire de canne connectée qui a fait fureur ici dans la région. Donc les jeunes, ils avaient inventé un super produit qui est une canne connectée. Et ils ont passé énormément de temps à travailler sur cette canne avec une électronique quand même assez complexe, ce qui marche bien. Et puis à la fin, ils se sont dit c'est bien, mais il faut peut-être alimenter cette canne de données. Ok, donc ils ont commencé à travailler là-dessus et ils se sont rendus compte que ce que les gens achetaient, c'était pas la canne, mais c'était le service qu'ils avaient derrière. Voilà. C'est ça qui fait du business. J'ai en tête aussi une autre entreprise en Alsace qui fait du mobilier connecté.
et qui pendant des années a mis en place du mobilier connecté, notamment des poubelles, vous savez les grands bacs de poubelles qu'on a dans les villes, où il faut optimiser la tournée pour le remplir. Et il ne comprenait pas pourquoi les municipalités n'achetaient pas complètement ces bacs. Et un de ses clients lui a dit, ben moi j'achèterai le jour où votre bac sera capable de m'avertir qu'il est plein, parce qu'il dit mon problème, c'est pas que le bac soit plein, c'est qu'il faut que je sois capable de dire aux citoyens qui appellent, il faut que je lui dise à quel moment on va passer. Et ce qui entraîne l'acte d'achat, c'est ça. Et il lui dit, si je veux acheter vos bacs, eh bien, il faut que vos bacs, il me donne cette information en disant, je suis plein, donc tu peux prévenir le gars qui habite en face et lui dire que le jour qu'il appellera, le bac sera plein et on passera. Donc c'est vraiment la relation entre, on n'est plus au premier client, mais au client du client. Et ça, c'est aussi des nouveaux modèles qui arrivent et qui vont faire que l'objet connecté est une réponse aussi à cette problématique-là. Donc on parlait de revenus, donc du revenu, ça nous amène au prix. Et effectivement, derrière tout ça, cette notion de revenu, on arrive effectivement à de la facturation. Et je parlais effectivement de Michelin, on ne facture plus l'objet, mais de plus en plus, on va facturer de la prestation, de l'abonnement et du service. Donc il y a vraiment un gros changement dans le mode de fonctionnement de l'entreprise. Mais bon, grosso modo, je pense que la plupart des PME l'ont compris, hein, ceux que je connais ici le font déjà et l'ont bien intégré dans leur business model, donc c'est une bonne chose. La problématique dans tout ça, et là je vais revenir un petit peu à des aspects un peu plus techniques, et qu'on rencontre à force de visiter des entreprises qui se lancent dans l'objet connecté, là où on va buter, c'est d'abord sur les compétences. L'objet connecté, c'est plus l'œuvre de l'électronicien, c'est plus l'œuvre de l'informaticien, ce n'est plus l'œuvre du mécanicien, ce n'est plus le travail du logisticien, ce n'est plus le travail du XYZ, c'est le travail de tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne fait plus de l'objet connecté dans son coin, mais on va effectivement faire appel à une multitude de compétences pour faire de l'objet connecté. Donc c'est déjà un problématique à soulever. On parle de l'usage, bien sûr. Un objet connecté ne sert pas uniquement qu'à un seul usage, il va servir à une multitude d'usages. D'ailleurs, l'intérêt, c'est qu'il doit servir à plein d'usages. La technologie et les architectures, alors ça, c'est un vrai problème quand même, malgré tout. Et c'est là, effectivement, on s'éclate, c'est que la particularité de l'électronique et de l'informatique, c'est qu'on peut résoudre des fonctions avec une multitude de solutions, avec une multitude de matériel. Le problème de celui qui conçoit l'entreprise, c'est de faire un choix. Il faut qu'il choisisse. Et donc, il va choisir, en général, par du compromis, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ou en tout cas, en faisant une bonne analyse d'exigences et de besoins, qui va lui amener à faire des compromis, qui va lui permettre d'identifier une des technologies, une architecture qui sera la mieux adaptée à son besoin. Et le dernier point, c'est le traitement des données personnelles. Alors il y a un mot, vous connaissez tous, les RGPD. Bon, c'est un problème. Là, je l'avoue, la RGPD est un vrai problème, enfin un vrai problème pour la mise en œuvre. C'est pas un si gros problème que ça. Mais derrière la RGPD, effectivement, il y a la notion de cybersécurité et de sécurité. Et là, on touche un gros souci, pas technologique, mais un souci dans les pratiques. On sait protéger les systèmes, les technos sont là, les solutions existent. Le problème, c'est qu'il faut les mettre en œuvre. Et là, on se heurte effectivement à des pratiques professionnelles qui font que ce n'est pas forcément une démarche logique de mettre en place des éléments de cybersécurité dans ces produits. En tout cas, ce n'est pas un automatisme. Ce que me disent les bureaux d'études, me disent très bien, nous on sait faire, mais on le fera que si le client le demande ou s'il est prêt à payer. Alors que le risque majeur, il ne faut pas le nier. Notre plus grande crainte actuellement, et quand on discute, et je parle bien chez nous, mais aussi au niveau de l'État, c'est la cybersécurité. C'est une crainte énorme. C'est une grosse inquiétude énorme sur cet aspect-là, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont sur le marché qui ne sont pas sécures et qui peuvent représenter des dangers non négligeables dans les systèmes, dans les produits, parce qu'ils vont toucher des éléments vitaux. On parle de l'énergie, on parle de l'industrie 4.0, on parle du processus industriel et tout ça, et croyez-moi, mon expérience, c'est très facile. Quand on y met un peu de temps, c'est très facile de prendre le contrôle d'une machine. Encore la semaine dernière, j'ai un collègue à Paris qui s'est amusé à prendre le contrôle de tout un quartier pour vérifier s'il pouvait effectivement jouer sur les lumières, sur les éclairages. Et en fin de compte, il s'est rendu compte que c'était assez facile.
Hein, nous, on sort d'une formation il n'y a pas longtemps où on s'est amusé, sous couvert effectivement des autorisations, à prendre le contrôle des grues de chantier. Donc on était avec les PC, on était sur une place publique, et puis on a regardé, il y avait des grues qui étaient télécommandées, et on s'est amusé à vérifier si on pouvait les contrôler. Et avec notre PC, on arrivait à les faire fonctionner, indépendamment de l'utilisateur. Ce sont des produits qui sont là, qui existent. Et c'est très facile. Et là, effectivement, on est sur une vraie problématique qu'il va falloir prendre en compte, et qui est peut-être actuellement le frein de l'objet connecté et la faiblesse de l'objet connecté. Pas que technologiquement on ne soit pas capable de le faire, si les technos existent, mais il faut être capable de les mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut qu'au niveau de l'usager, donc le client, il dise ok, je veux un objet connecté, mais je le veux sûr. Je veux qu'il soit sécure. Je ne veux pas avoir chez moi un objet connecté non sécurisé. Et il faut que ce soit le client qui le demande, parce que le concepteur ne fera que répondre à la demande du client. Alors maintenant, on va un petit peu parler de l'objet connecté. C'est quoi? Bon, je vais aller assez vite, je pense que je ne vais rien vous apprendre. Hein. C'est quelque chose où il y a des données, des messages, des mises à jour, il y a un tas de trucs qui se tournent autour, mais c'est un objet qui permet d'envoyer des informations sur lui-même ou sur son environnement. On prend des informations, on l'envoie. On prend des informations, on l'envoie, ou on fait des boucles en interne, et puis on renvoie de l'information. C'est quelque chose d'assez simple en fin de compte, un objet connecté. Très simple. Ça récupère l'information et ça l'envoie quelque part. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Là où là ça se complique, et c'est pour ça qu'il faut quand même s'en préoccuper, c'est que ce n'est pas l'objet connecté en tant que tel, parce que ça n'a aucune utilité en fin de compte un objet connecté. Ce qui est utile, c'est ce qu'on va faire derrière. Alors, les solutions de communication, ça va accéder à des bandes données, des applications, à des aspects plutôt de métier, de production, des applications métier ou des applications clients. Donc c'est tout ce qui en résulte, tout ce qui résulte des données de l'objet connecté, c'est ça qui va effectivement, qui est intéressant. Donc voilà, donc on a déjà la première problématique dans son architecture, c'est ça. Et puis ensuite, le reste, c'est les données, et derrière, le service ici et toutes les applications. Donc on est en face d'une chaîne. Et on a des fois tendance à l'oublier, on en parlait ce midi, hein, c'est que là, on va s'éclater à faire une super électronique, mais si derrière, l'interface ici, elle est d'une complexité sans nom, ou que les gens n'en voient pas l'intérêt, on a beau faire un truc super génial avec plein de choses, on ne va pas la vendre, parce que là, on ne sait pas quoi en faire, quoi. Parce que le client, ce qu'il voit, c'est ça. Ça, et quelque part, il ne sait pas ce que c'est, puis c'est tant mieux. L'objet connecté, c'est ça aussi. Hein. Ça en fait du monde. Hein. Mais voilà, donc il y a une multitude d'opérateurs, de sociétés qui apportent des services, qui facilitent effectivement l'intégration des objets connectés, qui facilitent l'usage de l'objet connecté, ou en tout cas qui s'appuient sur des réseaux d'objets connectés pour transmettre de l'information. Hein, on voit bien, on est surtout dans de l'applicatif et de la formation. Là, après, là, c'est juste pour celui qui veut faire de l'électronique. Donc, il y a une multitude, effectivement, d'opérateurs qui sont là. La difficulté de l'objet connecté, c'est d'en choisir un ou plusieurs. Et de choisir le bon. En tout cas, celui qui convient le mieux à son domaine d'activité ou ce qu'il veut faire. Bon, je le disais, l'objet connecté, alors si on se concentre autour de l'objet, c'est aussi des gros challenges. Problématique de l'entreprise, que ce soit une start-up ou une entreprise, c'est de dire ce que je veux faire. À une solution donnée, j'ai plein de technos que je peux mettre en œuvre, que ce soit du matériel. Est-ce que je fais de l'Arduino, ou est-ce que je vais sur des cartes du PC embarqué, ou je conçois ma propre carte électronique. J'ai plein de protocoles de communication, je choisis lequel. Je peux carrément faire des MEMS, ou de l'électronique embarquée, ou des ASIC, des circuits intégrés. Très bien. J'ai des problèmes de batterie. Hein, c'est aussi un élément important, je fais quoi? Donc là, il y a des challenges, entre guillemets, technologiques, ou des choix. Ce n'est pas forcément des challenges, mais c'est des choix technologiques à faire, les mieux conçus, ou en tout cas les plus adaptés à l'usage. Donc, mais c'est ce qui est à disposition des gens qui conçoivent, ou en tout cas qui se lancent dans l'objet connecté. Alors, par exemple, quand on est start-upper, on va souvent faire de l'Arduino ici. Donc c'est génial l'Arduino. C'est génial, parce que très vite, vous pouvez concevoir votre objet connecté. Et très vite, on peut arriver à ce qu'on appelle un POC, un concept. La question de l'Arduino, c'est et après? Et après? Parce qu'il faut le vendre, il faut gagner de l'argent. J'en fais quoi de cet objet connecté en Arduino? Il faut l'industrialiser. Ah, c'est autre chose. On ne fait pas de l'industrialisation avec de l'Arduino. C'est un peu compliqué. Et
j'en parlerai un peu plus tard, en matière de réglementation, ça ne marche pas toujours. Donc il faut avoir cette vision un peu plus globale. Bon, quand j'étais étudiant, j'ai commencé à cette période-là, donc c'était assez simple, hein, on avait quelques petites plateformes et puis ça allait bien, quoi. Maintenant, vous en avez une multitude. J'avoue que des fois, les entreprises me disent, je fais quoi, quel OS? J'en sais rien, je ne sais pas quoi leur dire. Je ne sais pas, vous prenez celui que vous savez le mieux utiliser, parce qu'il y en a tellement. Chaque fabricant a son OS, a son système, donc c'est un peu compliqué à faire. Et puis après, ça dépend des applications, de ce qu'on veut faire là-dessus. Donc on a vraiment aussi une multitude de plateformes que l'on va utiliser, et puis qui va prédire l'avenir, je ne sais pas. C'est aussi un autre élément, parce que l'objet connecté, il a peut-être cet avantage-là. C'est que ce n'est pas des marchés à long terme, c'est du court terme. Donc derrière, si on se plante sur un OS, c'est pas grave. Vu le prix de l'objet connecté, on peut redévelopper derrière. Enfin, redévelopper à minima. Mais en tout cas, voilà, on est confronté à des choix intéressants. Et pour moi, ce qui me paraît peut-être encore l'élément le plus important, c'est les métiers. Bon. Quand on est ici, bureau d'études, il est là, R&D production, bon, c'est assez facile. On fait de la techno, on maîtrise, on est dans le domaine de compétences et dans notre zone de confort. Mais on se rend compte que de faire de l'IoT, c'est pas uniquement ça. C'est aussi de l'exploitation, des services. C'est aussi l'aspect budgétaire. C'est pas négligeable. On a du marketing, on a le vue client, il faut prendre en compte ça. Il faut prendre en compte l'aspect sécurité juridique avec la RGPD et puis effectivement les aspects juridiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut un peu s'intéresser à la notion juridique. Je ne sais pas si vous avez une idée un peu de l'impact juridique que peut avoir un objet connecté. C'est pas rien, parce que l'objet connecté, il va récupérer de la donnée. Elle appartient à qui cette donnée-là? Elle va être stockée quelque part dans un nuage. Qui en a la propriété? Ben vous êtes quelque part. Ce sont vos propres données. Pourtant, vous allez transférer à un tiers. Quel est son niveau de responsabilité sur ces données? Je crois que ce n'est pas encore tranché. Les juristes sont en train de se gratter la tête. Alors, il y a la RGPD, il y a des sanctions qui commencent à tomber. Mais dans l'absolu, quand les données sont perdues, elles sont perdues, quoi. Après, on en fait quoi comme usage? C'est pas évident, c'est pas un problème anodin. Et juridiquement, la notion de sécurité autour de la mise en œuvre d'un objet connecté n'est pas anodine. Alors c'est pour ça que les assurances actuellement commencent à prendre ça de sérieux et commencent à réfléchir sur comment assurer l'industriel des données qu'il collecte à travers son objet connecté. Et ils commencent à proposer des contrats, notamment en matière de cybersécurité. Mais la seule chose qu'ils n'assurent pas pour l'instant, c'est la situation de crise. C'est-à-dire qu'ils assurent sans aucun problème quand tout va bien, mais lorsqu'il y a en situation de crise et que quelque part, il y a Marriott, il n'y a pas longtemps, où ils ont perdu des tas de données, les hôtels Marriott, des tas de choses, ils se mettent en situation de crise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait quoi? On fait quoi de ces données qui sont perdues dans la nature? Il faut prévenir les clients, il faut faire de la com, il faut mobiliser des moyens humains, des moyens juridiques et ainsi de suite. Ça coûte beaucoup d'argent. Et là, par contre, il n'y a plus personne. Les assureurs, ils ne sont plus là. Vous avez que la CNIL derrière qui est derrière vous et qui est en train de vous dire c'est pas gentil ce que tu as fait. Et en plus, non seulement tu as perdu des données, donc tes clients ne vont pas être contents, mais en plus, on va te mettre une pénalité de 4,5% de ton chiffre d'affaires. C'est la règle de la RGPD pour dire attention, c'est pas bien, mais en plus, tu vas être pénalisé. Donc, ça fait quand même très mal. Il faut vraiment s'en préoccuper. Et je dirais que dans la démarche de mise en œuvre d'un objet connecté, il ne faut surtout pas négliger le côté juridique et il faut qu'il soit partie prenante de la démarche en disant attention, il faut mettre des garde-fous, il faut mettre en place des actions, des solutions techniques ou logicielles qui vont quelque part freiner ou empêcher un mauvais usage des données. Parce que le nerf de la guerre, il est là, c'est ces données-là. Et donc en matière de développement, il y a le pilotage. Alors on est dans l'école du pilotage ici. Alors, je dis ça parce que je suis passé par cette école il y a très longtemps. T'es bien formé. Donc c'est l'école du pilotage de l'innovation des objets connectés. Oui, c'est du pilotage, c'est fondamental, quoi. Et on revient, alors je peux faire le lien avec l'AFI, c'est un jeu de système, mais c'est peut-être un des piliers de l'IS, c'est aussi ce pilotage-là. La question, c'est pas de faire le pilotage, c'est de faire le bon pilotage. Vous voyez, il y a une petite différence. On peut faire du pilotage, c'est pas compliqué.
faire du bon pilotage, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut garantir que le process qu'on met en œuvre, la démarche qu'on met en œuvre, elle est cohérente, elle est juste, elle est bien. Alors après, on va définir ce que ça veut dire bien, je ne sais pas, mais en tout cas, elle diminue le risque. Et là, tout l'art, en fin de compte, du pilote, c'est de faire travailler tous ces gens-là en même temps, ou en tout cas de concert, ou en bonne entente. Et c'est là où intervient le côté humain, qu'on ne peut pas modéliser encore, mais peut-être qu'un jour on va y arriver, pour éviter effectivement la genèse de certaines problématiques, parce que les problèmes vont venir effectivement de défauts ou de problématiques dans le pilotage de ces différentes compétences. Donc, premier point important, donc l'objet connecté égale service égale données. Donc c'est une véritable opportunité pour n'importe qui de créer de la valeur. Bien sûr, on nous fait rêver, hein. Quand on voit les prévisions, ça fait rêver. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de startups qui se lancent dans le domaine de l'objet connecté, parce que ça fait rêver, puis ça paraît tellement simple. Et il y a effectivement des opportunités à prendre, c'est indéniable. Il y a des opportunités qui sont claires. Et hier, par exemple, il y avait à Nancy, au Palais des Congrès, les ailes de cristal. Et on a vu des jeunes qui pitchaient, et grosso modo, c'est des startups, et il y avait quand même pas mal, certains qui développaient de la récupération de données ou des objets connectés. Et je pense qu'il y a effectivement une véritable place à prendre pour quelqu'un qui a des bonnes idées. Par contre, 3 étapes importantes dans la mise en œuvre d'un objet connecté, c'est d'abord l'objet connecté en lui-même, ne pas oublier le côté plateforme et le service. Et je crois que ces 3 éléments, c'est la base de la mise en œuvre et il ne faut surtout pas se planter. Alors autant faire l'objet connecté, on peut le faire. Plateforme service, ça s'adresse à d'autres compétences et la difficulté, c'est quelque part de faire les liens entre le point 1.2 et le point 3. Mais elles sont indissociables dans la mise en œuvre d'un objet connecté. Sous réserve d'innover, il fallait que je le mette, sous réserve d'innover. Donc on est l'école d'innovation, donc non, je blague. Mais oui, c'est important, sous réserve d'innover par des usages, bien sûr. Comme je l'ai expliqué, faire un objet connecté tout seul, ça n'a pas de sens. Ça, c'est presque un objet connecté, quoique non, il n'est pas connecté. Mais imaginons qu'il puisse... Si, il est connecté à ça, mais on pourrait tout à fait imaginer que sur la base de ce pointeur-là, on pourrait imaginer d'autres usages. Il pourrait écrire des choses. On pourrait tout à fait imaginer d'avoir un système optique qui permet d'entourer, de tracer, et soit connecté avec l'écran. Ça se fait déjà, je pense. Mais bon, voilà, il y a plein de choses que l'on peut faire. Mesure du temps, c'est-à-dire si je suis trop longtemps sur une slide, il se met à vibrer. Hein, ça c'est bien. Donc voilà, ça bouge. Ah, je passais trop de temps, je passe à la suivante. Donc voilà. Donc il y a plein de choses, elles sont intéressantes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez une petite anecdote. Vous connaissez Olivier Zrati? C'est un peu le pape du CES de Las Vegas. Donc on attend tous, quand il revient, son document. C'est génial ce qu'il fait. C'est une source d'information énorme sur l'évolution des objets connectés. Parce qu'il fait un peu un retour assez décalé et détaché effectivement des technos qui sont présents à la mecque de l'objet connecté qui s'appelle le CES. Et c'est assez intéressant parce qu'on y apprend énormément de choses. Et il est quand même assez critique effectivement sur l'objet connecté. Et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il n'encense pas non plus l'objet connecté. Simplement, il dit c'est bien de faire l'objet connecté, mais derrière il faut le vendre. Et il ne faut pas le vendre en Lorraine, il ne faut pas le vendre en Grand Est, il ne faut pas le vendre en France. Il ne faut pas le vendre au niveau européen, l'objectif c'est de le vendre au niveau mondial. Et c'est ça qui est intéressant. Donc quand on pense objet connecté, il faut innover, et ça suppose effectivement une démarche d'innovation, une démarche de recentrer l'objet sur ses clients, sur l'utilisateur, d'avoir une vraie méthodologie, et on ne le dira jamais assez, la méthodologie, et puis de travailler sur son modèle d'affaires pour quelque part monétiser les données parce que c'est à vocation mondiale. L'IoT est à vocation mondiale et pas uniquement que sur notre territoire. Même si c'est le démarrage, il faut quand même voir. Donc comment on fait? Et je dis bien là, ce qui est intéressant, c'est on n'est pas dans le développement d'objets connectés, on est dans le développement, imaginer un service.
Et comment on imagine le futur service? Bah, c'est assez simple, je pense que je ne vais rien vous apprendre. Hein. Tout se fait ici. Les gens de l'ingé système, ils me l'ont appris, hein, j'étais à l'école aussi, ils m'ont dit, bah, en gros, quand on fait la R&D, c'est pareil, hein, tout se fait là. Si on se plante ici, on a de grandes chances de se planter à la fin. Si on fait quelque chose de bien au début, on diminue les risques. Donc vraiment, il ne faut pas se planter, c'est le démarrage. Donc, souvent, c'est le bon départ. C'est comme un sprinter. Hein. Qu'est-ce qui va faire la course? C'est le démarrage. C'est difficile de rattraper une course quand vous êtes parti le deuxième ou le troisième. Par contre, si vous avez pris un bon démarrage et vous avez pris l'énergie cinétique qu'il fallait bien, bah, c'est beaucoup plus facile de courir et de rattraper les autres. Par contre, si vous ne l'avez pas, bah, il faut beaucoup plus d'énergie, c'est-à-dire beaucoup plus d'énergie dans les phases de faisabilité de conception, c'est-à-dire qu'il faut dépenser beaucoup plus d'argent avec des risques importants pour rattraper les autres. Donc le démarrage est important. Alors comment on imagine? Ben, on l'imagine à travers effectivement un recueil de besoins. Et je crois que c'est assez fondamental de bien comprendre pas ce que veut celui qui conçoit l'objet, mais ce que veut le client. Ce qui est important, c'est ça. On est dans un marché, je le destine à quelqu'un, ben, qu'est-ce qu'il veut? Et je vais essayer de bien comprendre effectivement la demande du client et ce que je vais en faire. C'est un peu la problématique de certaines startups, c'est qu'ils sont très techno pour certains, et c'est vrai qu'on s'éclate à faire de la techno, mais derrière, il y a des gens qui vont l'acheter. Donc il faut bien comprendre effectivement ce besoin, et bon, bah, il y a des travaux. Alors je pense qu'ici, au GSI, on sait bien faire, hein, à travers des recueils de besoins, des entretiens, des groupes de travail, faire appel à des experts. Important de faire appel à des experts quand même, ou des gens qui ont l'expérience, hein, c'est la notion d'expertise, et puis pas oublier le client. Il a souvent des bonnes idées, le client, quand même. En général, c'est souvent lui qui a les meilleures idées. Hein. Donc de temps en temps, il faut aller le voir. Si on l'a identifié, il faut lui demander. Et tout ça, ça nous permet de se poser des bonnes questions et derrière, effectivement, de commencer, pourquoi pas, à travailler sur un POC. Et ça, c'est peut-être un élément important. Quand on a bien compris le besoin, ou si on veut encore aller beaucoup plus loin, il ne faut pas négliger la phase du POC. Alors le POC, c'est quoi? Alors le POC, ce n'est pas le produit industriel, on en parlait ce midi, hein, c'est un produit virtuel, c'est une image, c'est un jumeau. On peut appeler ça des fois, dans certains cas, le jumeau numérique de l'objet. C'est un produit ou c'est un concept que l'on va pouvoir utiliser, que l'on va pouvoir évaluer, que l'on va pouvoir voir. C'est important de voir l'objet connecté, le tester si on peut. Alors si on fait de l'électronique, on va faire de l'Arduino, si on fait du logiciel, on va utiliser des outils numériques et autres. Mais voilà, on va le toucher, on va commencer à le voir. C'est un petit peu le premier schéma, la première maison ou la première architecture de l'architecte. Quand il commence à dessiner, il va faire des plans, il va faire des croquis, ce genre de choses. On visualise en fin de compte ce qu'on veut faire. Et ça, c'est intéressant. Les technos sont là, les moyens sont là, tout existe. Là, il faut passer par ces étapes-là. Il faut vraiment le faire parce que c'est important. Parce que ce POC-là va nous amener à nous poser des questions, va nous amener à remettre en cause des choses, reformuler, faire un tas d'éléments qui vont nous aider à fiabiliser, en tout cas à affiner un peu plus notre document d'expression de besoin, l'affinité quand même d'arriver à un cahier des charges. Et après, alors, c'est un peu le danger du POC, je souris un peu, parce que souvent quand on arrive, des industriels viennent me voir, me disent voilà, regardez, j'ai fait mon prototype, j'ai fait un Arduino Raspberry, ça marche bien, il y a un petit boîtier et tout ça, ils me disent bon maintenant je vais vendre, ou je vais l'industrialiser. Donc je vais voir un industriel, puis dire bah voilà, je veux faire ça. Alors genre, le gars il rigole, il dit non attendez, on va arrêter, on va recommencer, parce que non, ok ça marche bien, vous l'avez montré, mais il y a d'autres contraintes derrière qu'il faut mettre en œuvre. Et donc on se retrouve effectivement à une multitude de démonstrateurs où les gens sont tellement déçus qu'ils arrêtent. Bon, bah, j'ai dépensé tout mon argent à faire ça, je suis un peu coincé, j'ai plus de sous pour ailleurs. Donc il y en a beaucoup qui effectivement n'ont pas de suite. Bah si, il faut quand même voir l'après, c'est important. Donc après c'est l'électronique. Alors je vous avais dit qu'on en ferait un petit peu, oui. La suite du POC, bah, c'est l'électronique. Alors là, bon, on va dans le classique, hein. Même si j'ai pas pris, alors je m'excuse tout de suite, hein, j'ai pas pris les bases de l'IS, hein, j'ai pas parlé de cycle en V ou autre, hein, parce qu'on l'utilise pas en électronique le cycle en V.
C'est dommage, mais en tout cas dans les blockchains, on n'utilise pas beaucoup. Hein, non. Donc voilà. Mais en attendant, on a toujours cette phase un petit peu de développement, spécification technique, développement, CAO. Enfin voilà les grandes phases que l'on peut trouver en matière de développement électronique, avec une phase de développement, un cahier des charges du produit fini, la phase d'industrialisation et puis tout ce qui est test et qualification du produit. Donc on rentre effectivement dans la démarche classique d'un développement d'un système électronique. Donc là-dessus, il n'y a rien de nouveau. Sauf que, si, il y a du nouveau. Parce que on va être confronté à une des problématiques de l'objet connecté, c'est effectivement, je vais mettre quoi? Je vous l'ai dit, l'objet connecté, c'est traitement embarqué, communication. Je mets quoi comme électronique? Je fais quoi comme architecture? J'ai quoi comme logiciel, comme système de communication? C'est-à-dire que la personne qui se lance dans l'objet connecté, il va s'interroger sur la quantité de données, les fréquences d'échantillonnage, d'échange, la direction des communications, la notion de mobilité, de contraintes physiques, de distance, de consommation électrique, de forme, de poids, de volume, d'étanchéité, de sécurité. Donc il y a une checklist très précise de points qu'il va devoir valider, qui vont l'aider petit à petit à mettre en œuvre son électronique, ou en tout cas son objet connecté. Et là, il ne peut pas faire autrement que de checker point par point en disant est-ce que j'ai validé tel point, 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 que ce soit le matériel, que ce soit logiciel et autres, pour pouvoir effectivement passer de cette phase de prototypage à une phase un peu plus industrielle, avec les notions de réglementaire, j'en parlerai après. Donc il n'y a pas, on peut réfléchir par tous les bouts, il n'y a pas d'autre solution que, à un moment donné, et voire même le plus tôt possible, travailler sur des processus. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas. Parce que il faut structurer, il faut rendre l'objet connecté sûr, et on ne peut pas faire autrement que de développer un objet connecté que de passer par un processus sûr, un processus fiabilisé. Donc à un moment donné, il va quand même très vite se poser la question de savoir comment je planifie les tâches, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre, qui fait quoi, et puis respecter des modes opératoires et des démarches de processus pour pouvoir à un moment donné arriver à quelque chose de fiable. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Oh, oui, d'accord. Oh, mais il est toujours pas là. J'essaie de gratter un peu du temps. Donc la notion de processus. Cette notion de processus, elle va devoir se faire, je vais aller vite, avec aussi, hop, voilà, je vais trop vite, en tenant compte effectivement des impacts. C'est-à-dire ces différentes phases de processus, je vais aussi m'interroger, me poser des questions assez fondamentales, notamment qui fait quoi, et je vais évaluer en matière de savoir-faire ou de technologie qui est capable de faire quoi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, je vais aussi m'interroger au risque. Il va falloir que je fasse une analyse de risque, une analyse de compétences. Dire ok, mais qui est compétent dans tel domaine, comment je vais distribuer mes tâches, qui va faire quoi, et ainsi de suite. Il faut se poser ce genre de questions. Et pas dire, comme je l'entends, moi je fais l'électronique, non, le reste, c'est le problème des autres. Moi, mon boulot, c'est électronique, ou moi, mon boulot, c'est de faire un outil logiciel. Moi, je fais ma plateforme IHM, mais après, tout le reste, je me regarde, c'est pas mon souci, quoi. Non, à un moment donné, il va y avoir une vraie réflexion en termes de répartition des compétences, des technologies, des ressources, pour pouvoir voir comment tout ça, ça va être distribué, avec quel timing et quelle base de temps pour arriver effectivement à développer mon projet. On peut travailler en mode agile, mais ça n'enlève pas le fait que cette répartition, c'est la mise en œuvre d'un processus, et cette répartition des tâches est importante. Alors, petite histoire pour le mode agile, un jour on me répondra. Personne n'assume dire, quand on travaille en mode agile, comment gérer la notion de responsabilité. Lorsque le produit arrivait en fin de phase, où était vendu, qui était responsable de quoi. Donc si un jour quelqu'un a testé les démarches agiles, pourra me dire la responsabilité elle est partagée, ou elle est portée sur une personne ou autre, ça serait intéressant de réfléchir là-dessus, parce que c'est quand même une finalité non négligeable. Et donc tout ça, ça nous amène à la fin, et à pas négliger, c'est la notion effectivement de validation, de qualification et de recette. Alors ce que j'aime à dire, en général, la recette, ça passe d'abord par des phases de test, bien sûr, qui engendrent des résultats. Ça veut dire que c'est des résultats attendus, donc il faut les avoir anticipés. Mais surtout, la recette, ce qui est pas mal aussi, c'est de la faire avec des clients. Parce que c'est quand même eux qui vont acheter à un moment donné. Donc il n'est pas négligeable de faire appel à un retour d'expérience de chez eux en disant, écoutez,
notre produit est validé parce qu'on a un retour d'expérience. Et ce retour d'expérience, il va être issu d'où? Peut-être du POC. C'est-à-dire qu'on a fait une phase d'usage à travers un outil virtuel, et on va utiliser effectivement cette phase-là pour recéter en finalité le produit et le refaire valider plus finement par des clients, de manière à voir si on ne s'est pas planté. Et ça, c'est assez intéressant comme démarche, et il faut y passer. Ça fait partie des éléments de processus à mettre en œuvre lorsqu'on développe de l'IoT. Et ensuite, on fait quoi? Ce que je dis toujours, je pense que c'est assez partagé, en fin de compte, on traite la fin de notre service objet connecté comme un nouveau projet, quoi. En fin de compte, c'est qu'une boucle, c'est un éternel recommencement, et à chaque fois, on va recommencer les choses, on va recommencer, et puis on va mettre en place, effectivement, le même processus ou la même démarche. Il n'y a pas de séparation réelle entre les différents services et les différents produits. Donc voilà. Et là, on touche effectivement le doigt où ça fait mal, il est là, le réglementaire. Dans beaucoup de cas, on l'oublie, ou en tout cas, on le fait à la fin. C'est une grosse erreur, grosse erreur. Il y en a un petit peu, il n'y a pas tout, mais effectivement, c'est actuellement impensable de mettre sur le marché un produit s'il n'est pas marqué CE. C'est tout. Voilà, on applique, donc il doit être CE. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il soit CE? Et on le sait, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Dans ce cas-là, intégrons ces exigences dès le début. Je parle du CE, parce que le médical, c'est encore pire. Mais voilà, et la GDPR au RGPD, c'est pareil. Autant intégrer ça dès le début parmi les exigences. Et la certification, bien sûr, elle doit se faire le plus tôt possible. Alors ce qu'on dit souvent, nous, il est intéressant, lorsqu'on est en phase de conception, de faire ce qu'on appelle ici une démarche de pré-qualification. C'est pas cher, ça peut rapporter gros, en tout cas c'est subventionnable. Il ne faut pas négliger. Autant se faire subventionner une qualification finale lorsqu'elle est obligatoire, c'est pas possible. Que ce soit OSEO, BPI ou nous, ou n'importe quel programme, on ne finance pas, parce que c'est vrai que c'est obligatoire. Donc on ne peut pas financer, c'est interdit. Par contre, on peut financer une démarche de préqualification. Mais il faut la faire dans la phase de conception. Donc, quelque part, rien n'empêche effectivement de mettre en œuvre ces démarches de préqualification qui vont quelque part conforter la certification finale dans notre phase de conception, de manière à ce que quand on va arriver ici, au moment du marché, ça sera qu'une simple formalité. Et j'encourage tous les gens effectivement qui se lancent dans l'objet connecté de dire ok, je fais un objet connecté, mais je vais aussi en même temps intégrer les phases de préqualification. Je vais, dans mon budget, c'est purement budgétaire, je vais dire voilà, et je vais dépenser 2000 ou 3000 euros pour faire une préqualification, ne serait-ce que pour voir. Ça après, le reste, ça sera beaucoup plus sûr. Au moins, je prendrai moins de risques. Et donc, pour terminer, quelques conseils. C'est un résumé, en fin de compte, j'aurais dû dire que ça, parce que c'est le résumé de ce que je viens de dire. En fin de compte, c'est ça. L'IoT, très bien. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Il faut quand même tester rapidement les usages à travers un POC, bien formaliser le projet. On peut aider, effectivement. La phase d'industrialisation, elle est à traiter avec précaution, parce que c'est là où ça coince le plus souvent. Voilà, je ne vous cache pas, autant ça, le POC, on le fait, la formalisation, c'est un peu plus compliqué. La phase d'industrialisation, et là, je pense que beaucoup d'industriels sont là, certains, ils l'ont vécu. Faire un prototype, c'est assez simple à faire. Au moment où on va le confier à un tiers pour le fabriquer, c'est là où les ennuis commencent. Donc, c'est vraiment à traiter ça avec précaution. S'il y a des moyens à donner, de toute façon, ils vont être là. Pensez aux coûts de certification, parce qu'on ne peut pas y échapper. Ils sont élevés. Ils peuvent être très élevés, bien sûr, si on est sur des équipements médicaux. Anticiper les évolutions. On a toujours dit, c'est-à-dire qu'un IoT, c'est pas un one-shot, c'est quelque chose qui va évoluer. Les technos évoluent. L'obsolescence, qui est un petit peu notre bête noire à nous dans le domaine de l'électronique, évolue. La réglementation évolue. J'aime souvent rappeler que à l'époque, dans les années 95-96, le marquage CE, entre le moment où il était mis en application à travers une directive et sa mise en application réelle, on avait quelques années. Là, on est maintenant sur une nouvelle directive sur quelques mois. Donc il faut aller très vite. C'est le dernier.
Donc voilà, le soft. Et puis ensuite, pour ceux qui veulent en savoir plus, voilà, c'est à télécharger sur le site Captronic. Il y a des guides. Prendre le virage d'objet connecté, les méthodologies pour réussir, je fais un peu de pub. La cybersécurité, il n'est pas là, je ne l'ai pas vu encore. Il est coincé. Et puis le dernier nouveau, c'est l'Internet des objets comme création de valeur dans les équipements, pour les équipements médicaux. Voilà. J'ai fini.